Bonjour à tous et merci d'être venus. Je vais vous parler un peu de mon retour d'expérience en IoT en open source chez moi. Je me présente, François Mockers. J'ai acheté mes premiers objets connectés il y a maintenant une bonne dizaine d'années, c'était les ampoules Philips Hue. Et j'ai continué depuis et j'en ai de plus en plus. J'ai commencé à construire mes premiers objets connectés moi-même il y a 5 ans. Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus facile quand on veut faire des économies pour avoir plein d'objets. Petite question déjà, combien d'entre vous ont quelques objets connectés chez vous? La majorité. Plus de 5? Encore beaucoup. Plus de 50? Un challenger? Plus de 200? Ah, bravo. Moi aussi, je dois être pas dans les 2000, je crois que je suis dans les 300 actuellement chez moi. Mais en fait, vous aussi, vous en avez beaucoup plus que ce que vous pensez. Déjà, on va faire un petit tour des protocoles. Il y a les protocoles dédiés aux objets connectés, donc le Zigbee, le Z-Wave et tous les protocoles qui passent par les fréquences 433-92 MHz. Il y a les protocoles que vous connaissez tous, les Wi-Fi et Internet et le Bluetooth. Et les protocoles qui passent par des réseaux existants, le réseau électrique et les signaux infrarouges. Si on commence par le Zigbee, donc c'est là qu'on va retrouver les Philips Hue, et IKEA aussi s'est lancé sur ce créneau. C'est un protocole sur lequel on va retrouver surtout des lumières et des interrupteurs, mais on va pouvoir aussi connecter tous les objets qu'on va trouver, donc des prises, des volets roulants, détecteurs de mouvement. C'est un protocole qui travaille en mesh, ce qui va permettre d'avoir une très bonne portée si vous avez une grande maison. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets qui vont consommer très peu d'électricité, comme des interrupteurs qui peuvent marcher avec une pile sur plusieurs années. Et à côté de ça, les objets qui vont être connectés à l'électricité, comme les ampoules, qui vont pouvoir faire répétiteur sur le réseau. On a besoin d'un hub pour ce réseau, et par contre, il y a eu quelques problèmes de sécurité. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un problème sur les Philips Hue, où il suffisait d'être apporté pour pouvoir les hacker, et après on pouvait les éteindre et les allumer à volonté. Un autre réseau similaire, c'est le Z-Wave, qui est beaucoup moins connu du grand public, mais qui est très utilisé, avec deux grands fabricants dessus, Fibaro et AOTech. C'est globalement les mêmes objets, les mêmes méthodes de fonctionnement, avec juste beaucoup moins de devices, puisqu'il est à 232 devices maximum, tandis que sur Zigbee, on peut monter jusqu'à 65 000. Ensuite, c'est pas vraiment un protocole, mais c'est beaucoup de protocoles qui sont sur la bande des 433-92 MHz, avec Oregon Scientific qui va faire beaucoup de détecteurs de température, d'humidité, Somfy qui est très répandu dans l'automatisation en France sur les volets roulants et les portails, et Chacon avec son protocole DIO qui va être sur tout ce qui est interrupteur, contact sec, volet roulant, lumière. Non, donc ce n'est pas un protocole, mais c'est plusieurs, avec par exemple le protocole DIO qui va permettre de connecter des objets directement à un émetteur, donc une télécommande à un objet qui va recevoir l'ordre, par exemple la lumière. Et ce protocole n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire qu'il est très intéressant, il est très peu cher, on va pouvoir acheter quelque chose à 10 euros, quand par exemple sur Zigbee ou Z-Wave ça va être rapidement à 50 euros, mais il n'a aucune sécurité. Donc si vous faites comme moi et que vous achetez un émetteur-récepteur assez puissant sur cette bande-là, vous pouvez contrôler toute la maison de vos voisins. C'est intéressant quand vous habitez une maison et que vous êtes assez loin des autres, ça peut être moins intéressant quand vous habitez en ville. Il faut savoir que sur cette fréquence, on a aussi beaucoup de choses comme les clés de voiture et toutes les boxes de sécurité, enfin pas toutes, mais beaucoup de boxes de sécurité communiquent sur cette fréquence avec leurs appareils pour détecter les ouvertures de portes, ce genre de choses, mais avec des protocoles propriétaires et qui sont assez difficiles à réutiliser. Et enfin, dernièrement, il y a eu beaucoup d'objets qui sont apparus qui se connectent directement au Wi-Fi. C'est là que toutes les startups qui lancent des projets en ce moment sont, parce que c'est le plus facile, ça ne demande pas aux personnes d'acheter déjà un émetteur, un hub. Les gens ont déjà du Wi-Fi chez eux, donc ça marche directement. On va retrouver Netatmo qui s'occupe de tout ce qui est la météo, et dernièrement qui s'occupe aussi de la sécurité avec des caméras. Lifex qui font des ampoules, Smappy qui fait des connecteurs pour les compteurs électriques, Wimo qui va faire des prises, Gardena qui va faire tout ce qui est pour le jardin, Withings dans la santé. Là on va trouver des API HTTP,
des connexions par WebSocket, par MQTT. Ça consomme beaucoup d'électricité, c'est un des désavantages de ce protocole, enfin d'utiliser le Wi-Fi. Mais quand je dis beaucoup, ça reste assez mesuré. Par exemple, si on veut juste un objet qui va se connecter au Wi-Fi, envoyer une donnée, puis s'éteindre, on va quand même pouvoir marcher plusieurs mois sur des piles. Souvent, ces objets se connectent par une API à un cloud externe. C'est un peu le problème. Il y a eu une époque où vous avez plus de connexion Internet, votre maison ne marchait plus. C'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que maintenant, les gens se sont rendus compte que c'est pas pratique parce que ça arrive de ne pas avoir Internet. Donc les fabricants font des objets qui continuent de marcher avec par exemple une application sur le téléphone qui va se connecter directement à l'objet plutôt que de passer par le cloud. Les API sont parfois publiques. Quand elles ne le sont pas, en général, elles sont très vite rétro-engineerées, mais il y a toujours des risques que ça casse. Et puis il y a un gros problème de sécurité sur ces devices. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des plus gros botnets, c'est des objets connectés au Wi-Fi qui ont été hackés. Et une autre sécurité à ne pas oublier, c'est ces objets, quand vous allez les jeter, vous les jetez avec votre mot de passe Wi-Fi. Donc il faut penser à les effacer. Le Bluetooth, sur lequel on a aussi quelques objets connectés, ce Bluetooth, sa faiblesse et sa force, c'est-à-dire qu'il a besoin de la connexion avec le téléphone et il a une faible portée. Ce qui va lui permettre en fait, de localiser le téléphone par rapport aux objets ou de localiser les objets par rapport au téléphone. Donc on va retrouver quelques lumières où on peut changer les réglages par Bluetooth, les enceintes Bluetooth, et puis tout ce qui est beacon et tags. Et enfin, deux réseaux auxquels on pense moins en IoT, le réseau électrique. Il y a un protocole qui est assez ancien et très peu utilisé en France qui s'appelle le protocole Extend. Il y a aussi le fil pilote. En fait, si vous avez des radiateurs électriques et un thermostat chez vous, vous avez des objets connectés et un hub. Et aussi, il y a des objets qui se connectent entre eux par le CPL. Le problème d'utiliser le réseau électrique, c'est que ça dépend beaucoup de comment votre réseau électrique est monté dans votre maison. Dès qu'on doit repasser par le compteur électrique pour aller d'un point à un autre, ça marche beaucoup moins bien. Mais sur ça, on va quand même pouvoir trouver tous les objets standards de l'IoT. Et enfin, les signaux infrarouges. On va avoir tout ce qui est home cinéma, vidéo, audio. On va aussi avoir tout ce qui est climatisation et des lumières qu'on va pouvoir commander directement avec une télécommande. Ça nécessite un émetteur infrarouge pour pouvoir les commander, mais on en trouve beaucoup dans le commerce qui permettent d'enregistrer des signaux et de les répéter. Le problème, c'est qu'il faut avoir la ligne de visée et que la portée dépend de la puissance de l'émetteur. C'est aussi un problème dans l'IoT, c'est que ces devices ne vous retourneront pas un statut. Vous pouvez leur envoyer des commandes, mais vous ne pourrez jamais récupérer leur statut courant. Et enfin, deux autres protocoles sur lesquels je ne vais pas beaucoup m'étendre, le LoRaWAN et le Sigfox. C'est des protocoles qui sont beaucoup plus utilisés dans le professionnel pour les smart cities et l'agriculture. C'est-à-dire que c'est des protocoles qui ont 15 km de portée assez facilement. Vous ne devriez pas avoir ça chez vous. Je vais maintenant vous présenter les quelques outils que j'utilise. Alors parmi tous les hubs d'automatisation, personnellement c'est Home Assistant que j'utilise. Il a beaucoup d'intégrations. Quand j'ai regardé pour faire les slides, il en était à 1853. Il a une application mobile, il peut s'intégrer à Alexa, Google Assistant, à Siri. Il permet de faire des automatisations, il est facile à installer et à configurer. Et en plus, il est assez joli. Donc il permet d'avoir des boutons facilement pour interagir avec ses devices, des courbes d'évolution, on a même une jolie carte pour repérer ses devices chez soi. C'est assez intéressant, mais en fait, il ne scale pas. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez à droite, c'est un tiers de la liste que j'ai chez moi. Donc ça devient assez rapidement inutilisable. Et quand je l'ai mis en place, en 2018, l'automatisation était assez limitée. Ça a beaucoup changé depuis, mais je ne l'ai pas retesté depuis. Mais heureusement, Home Assistant est très facile à configurer, c'est-à-dire que toutes les parties qui ne nous intéressent pas, elles peuvent se désactiver. Donc dessus, j'ai désactivé l'automatisation, j'ai désactivé sa base de données interne, j'ai désactivé la majorité de son interface, et il continue de marcher. Je l'utilise parce qu'il a quelques intégrations qui m'intéressent beaucoup, et qu'il permet très facilement de détecter tous les objets. Une des intégrations que j'utilise, c'est d'abord les concurrents.
Donc il y a OpenHAB avec 2726 intégrations, Domotix dans les 200 et JDOM dans les 500. Une des intégrations que j'utilise beaucoup, c'est ESP-Home. ESP-Home, c'est un petit système qui permet de déployer des puces basées sur ESP8266 et ESP32. C'est des puces qui peuvent se connecter au Wi-Fi, et pour le ESP32 en plus au Bluetooth, et qui proposent beaucoup de ports GPIO. Ça s'intègre très bien à Home Assistant, c'est-à-dire que la puce sur laquelle on va brancher quelques capteurs sur ces GPIO, ils vont tous remonter directement dans Home Assistant. On a 300 intégrations, et là quand je parle d'intégration, c'est des sensors qu'on va devoir aller souder directement sur les puces. Et ça se configure par fichier YAML. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut avoir quelque chose qui va mesurer toutes les 30 secondes la température, l'humidité, la luminosité, pour moins de 10 €, alors que le même objet dans le commerce tout préfet coûte facilement 50 €. La configuration d'une carte se fait par ce fichier YAML. Là, je l'ai raccourci pour enlever quelques parties. Donc on va lui dire c'est un ESP8266 qui est basé sur une board qui s'appelle D1 Mini. On veut une API, on veut pouvoir le mettre à jour over the air. Il a une LED sur le port GPIO D4. Et il a un sensor qui est un HTI3XD. C'est un peu barbare, sa configuration aussi, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Toute la configuration est fournie par les fabricants des devices. En fait, là par exemple, l'important c'est la partie adresse OX45, qui est donc l'adresse sur laquelle cette carte va communiquer sur un protocole qui s'appelle I2C. Tous ces trucs sont barbares, mais en fait, il n'y a pas besoin de les connaître ou de plus creuser. Toutes ces informations sont données directement par les fabricants. Et dans leur interface, ça va se présenter comme ça. On va avoir une petite carte pour chacun des devices sur lesquels nous avons un fichier YAML, et puis soit vert, soit rouge s'il est bien à jour. Une autre intégration que j'utilise beaucoup, c'est Node-RED. Node-RED, c'est une application qui va permettre de faire des applications en low-code basées sur les events. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je me suis complètement séparé de Home Assistant pour gérer tous les contrôles des devices. En fait, j'envoie tout à Node-RED, et c'est Node-RED, lui, qui va recevoir les événements, tous les changements d'état, et qui va me permettre de créer mes règles là-dessus. Il a 3485 intégrations. Ce que eux appellent intégration, ça va être surtout des protocoles HTTP, des API, écrire des fichiers, exécuter des scripts. Et vraiment, on a de tout là-dessus. On peut même faire des chatbots sur Telegram pour les gens que ça intéresse. Moi, je l'ai utilisé pour m'envoyer quelques alertes, pour déclencher des événements, et aussi pour avoir un dashboard. Il est extensible en JavaScript. Par exemple, voici quelques-unes de mes règles que j'ai chez moi. Je vais avoir les événements de changement qui viennent de mes lampes. Là, je vais avoir une petite règle. Si la lampe n'est pas disponible, on va la considérer comme off. C'est en fait parce qu'elle a été éteinte à l'interrupteur. Et puis après, on va stocker cette information dans une variable. Et suivant le changement d'état, on va l'envoyer aussi sur un autre protocole. Ça va me permettre, par exemple, d'utiliser une télécommande sur le protocole DIO à 433-92 MHz. Home Assistant va recevoir le signal, il va l'envoyer à Node-RED. Node-RED va dire tiens, ce signal, je l'ai branché à telle ampoule, je vais allumer l'ampoule. Et je vais l'utiliser pour passer d'un protocole à l'autre, comme ça. Et voilà le dashboard que ça me permet d'avoir. Personnellement, je trouve qu'il est plus joli que celui d'Home Assistant. C'est une question de goût. Et il est responsive, il sort en pareil sur mobile, sur le web. C'est assez pratique pour moi. Maintenant que mes événements de changement d'état, je les considère comme des events, la suite logique, c'est en fait de considérer que tout ça, c'est une time series. C'est pour ça que j'ai voulu désactiver la base de données qui était une PGSQL de Home Assistant. Et au lieu d'avoir une base de données normale, j'utilise tout dans une time series. InfluDB, il se trouve qu'elle est très simple à configurer, très simple à utiliser. Elle a l'intégration avec Home Assistant. Et ça va me permettre de commencer d'autres usages. Déjà, je me suis amusé à faire un peu de machine learning dessus. C'est des time series, on peut faire de la détection d'anomalies.
donc des températures qui demandent de déclencher quelque chose. On peut aussi faire de la classification. Le sujet sur lequel je me suis amusé à la maison, ça a été d'essayer de deviner quelle personne est dans quelle pièce en fonction des appareils qui sont en état. Ça marche. Ça n'a pas plu à tout le monde chez moi, du coup ça j'ai arrêté. Mais sur ce InfluDB, un autre outil qu'on peut brancher, c'est Grafana. Là aussi, ça va permettre de mettre des dashboards. Quand j'utilise Node-RED pour faire des dashboards de l'état instantané, avec Grafana, je vais faire des dashboards qui vont montrer l'état historique de mes devices. Là, par exemple, c'est toutes les températures sur une semaine. C'est personnellement des dashboards que je trouve beaucoup plus jolis que ceux de Home Assistant. Et le dernier outil que j'utilise, c'est Telegraph. Telegraph, à la base, c'est juste un script cron qui exécute d'autres scripts qui va les envoyer directement dans InfluDB. Pourquoi je l'utilise? C'est pour les choses qui ne s'intègrent pas à Home Assistant. Je vais développer des petits scripts, des petits programmes qui vont être directement lancés par Telegraph et les données vont aussi être disponibles comme ça. Quelques points à ne pas oublier quand vous mettez tout ça en place. La sécurité. Vous allez avoir beaucoup d'objets qui vont se connecter à votre Wi-Fi. Personnellement, je recommande un Wi-Fi séparé pour les objets IoT. Ça va être très utile. Déjà, vous allez pouvoir isoler tout ce qui va se passer dessus. Vous allez pouvoir interdire l'accès à vos autres appareils, à vos ordinateurs. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez vraiment un problème, vous pouvez resetter ce Wi-Fi sans trop vous impacter. Quand vous êtes aussi là-dessus, si vous avez un routeur qui vous le permet, et suivant les devices, vous allez pouvoir essayer de limiter l'accès à Internet. Il y a des devices connectés qui le supportent bien, qui continuent de marcher en mode local seulement. Pas tous, ce sera testé vraiment au cas par cas. Un autre outil que je recommande de déployer pour faire de l'IoT, c'est Pi-hole. Pi-hole, à la base, c'est un DNS qui va se mettre en plus du vôtre, fourni par votre FAI. Ce qu'il va le faire, c'est qu'il va faire un bloqueur de pub au niveau DNS, et en plus il va faire un cache, donc ça accélérera un peu votre navigation, mais accessoirement vous allez pouvoir voir toutes les requêtes DNS qui vont partir de vos objets IoT, et donc de voir quand ils commencent à faire des requêtes qui ne devraient pas. Tant qu'à faire, vous allez sûrement devoir déployer tous ces outils sur des ordinateurs, des Raspberry Pi, quelque chose. Je vous conseille aussi de monitorer un tout petit peu leur activité réseau, leur CPU. Ça tombe bien, vous avez déjà installé Telegraph, c'est son boulot à la base. Et enfin, si vous voulez pouvoir accéder à vos objets IoT depuis l'extérieur de chez vous, donc de votre réseau, le mieux, plutôt que d'essayer d'ouvrir votre réseau, c'est de monter un VPN. Maintenant, la très grande majorité des téléphones peuvent s'y connecter. C'est ce que je fais, moi, je me connecte au VPN de ma maison, et là j'ai accès à tous mes objets par mon dashboard, comme si j'étais chez moi. Pour déployer tout ça, personnellement, toutes les applications, je les ai mises dans des containers Docker. Ça va me permettre d'avoir les dossiers de configuration qui sont sur des volumes persistants, que je vais backuper sur un NAS. Mais après, les containers eux-mêmes, je peux les tuer, je peux redéployer mes Raspberry Pi, il n'y a pas de souci, tout continue de marcher. Pour tout ça, j'utilise Ansible pour les déployer. C'est un rôle généraliste qui va installer les dépendances communes à tout le monde, donc la connexion avec le NAS, Docker. Puis un rôle pour chaque service que je vais vouloir utiliser. Un rôle pour Home Assistant, un rôle pour ESP Home, un rôle pour Telegraph, InfluDB. Et j'ai aussi demandé, parce qu'après pas mal d'utilisation, en fait, j'arrivais pas à me souvenir de où je déployais chaque service. J'en ai profité avec Ansible pour déployer une petite page web qui va me lister tous les services auxquels j'ai accès chez moi. Comme ça, j'ai juste une seule adresse à me rappeler et j'y accède tout. Une autre option, c'est Kubernetes, avec K3s par exemple, qui marche très bien sur Raspberry Pi. Je ne l'ai pas prise parce que dans mon cas, en fait, j'ai des Raspberry Pi qui ont des contraintes spécifiques sur où est-ce que je veux les déployer et quel service je veux mettre dessus. Ça aurait été faisable avec des taints dans Kubernetes, mais ça revenait à mettre des taints pour à peu près tous les services, donc j'ai décidé de faire ça directement par Ansible, qui gère ça très bien. En matériel,
il y a la Raspberry Pi. C'est très pratique si vous voulez déployer vos services sur plusieurs ordinateurs. Si vous voulez le faire sur un seul ordinateur, la Raspberry Pi ne va sûrement pas tenir. Donc si vous avez des ordinateurs qui restent ou des NUC, ça marche très bien. Le RFX TRX 433 dont je vous ai mis le lien, c'est un récepteur émetteur sur la fréquence 433-92 MHz qui est vraiment très bien. Et j'ai essayé de fabriquer mes antennes moi-même. J'ai eu une portée assez de quelques centimètres, ce qui marchait pas beaucoup. Et les Wemos, qui sont des petites cartes ESP8266 avec beaucoup de shields. Donc on va avoir des écrans, des boutons, des capteurs de température, de luminosité, de mouvement, et qui sont à peu près tous reconnus par ESP Home, ce qui va permettre de les intégrer à Home Assistant très facilement. Merci d'avoir assisté. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors la question c'est est-ce que ça continue de marcher quand je suis loin de chez moi ? Et oui. Pour ma femme c'est à peu près transparent. Et pour ma fille aussi de 6 ans maintenant qui réussit à l'utiliser. Oui ? Alors, la question c'est Home Assistant avec Docker, ça n'avait pas l'air viable il y a 1 an. Ça me surprend parce que moi je l'ai fait il y a 3 ans et ça a très bien marché. Alors c'est à moitié par Ansible et à moitié par un backup sur NAS. La question c'est comment sauvegarder et historiser la configuration de Home Assistant. Donc déjà c'est mon rôle Ansible qui va déployer toute ma configuration et lui est sauvegardé sur Git. Et en plus j'ai toutes les heures un backup sur NAS au cas où j'aurais un crash de Raspberry Pi et que je voudrais pouvoir redémarrer rapidement sans redéployer de zéro. Oui. Je passe assez peu par l'application directement sur téléphone, je passe par mes dashboards et du coup j'ai autorisé la communication avec la Raspberry Pi qui est sur réseau câblé au réseau Wi-Fi des objets IoT. Et puis après moi je me connecte de mon téléphone sur la Raspberry Pi qui est sur le réseau câblé. Oui. Cela c'est Node-RED. C'est simple, enfin c'est des nœuds Node-RED qui font des dashboards comme ça. Oui. Il n'y en a pas. Une solution en open source pour sécuriser le 433 et non. Les objets sont très bien, ils sont très peu chers, ils ont une bonne portée, ils marchent bien, mais c'est pas sécurisé. Oui. Alors c'est la consommation des batteries de beaucoup de devices et le temps passé à vérifier qu'il y a encore des piles partout. La majorité de mes devices sont des devices que j'ai fabriqués moi-même et en fait ils sont branchés sur une prise électrique. Ceux qui ne sont pas branchés, c'est ceux où ça faisait moche ou pas pratique, par exemple ceux qui sont sur des fenêtres.
Là, il y a en effet des piles à changer. Mais c'est pas les plus critiques, c'est pas ceux sur lesquels je vais déclencher la plupart du temps des règles. Oui. Alors, chez moi, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que j'ai la climatisation. C'est assez rare en France, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est avec des émetteurs infrarouges qui sont dans chaque pièce. Dans toutes les pièces, j'ai plusieurs thermomètres connectés qui vont me donner la température. Et après, je vais envoyer les bons signaux à la climatisation pour contrôler. Mais oui, si vous êtes sur des radiateurs, vous pouvez avoir une tête thermostatique si c'est des radiateurs à eau, ou si c'est des radiateurs électriques, il y a le fil pilote. Et donc, faut juste brancher un petit contrôleur sur le fil pilote qui va permettre de contrôler le radiateur. Oui. Mis à part la lumière et l'éclairage, qu'est-ce qui est géré automatiquement? C'est beaucoup ça, c'est assez plaisant d'avoir le chauffage, l'éclairage qui gère. Quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est la télécommande qui va permettre de fermer tous les volets, et aussi celle qui va permettre d'éteindre la lumière, d'allumer les enceintes, d'allumer le projecteur, de faire baisser l'écran pour pouvoir tout regarder en même temps. En fait, si j'ai pas ma télécommande unique, j'ai besoin de 5 télécommandes pour tout déclencher. Mais là, j'ai juste un bouton appuyé sur une télécommande qui va tout préparer pour que je puisse regarder un film le soir. Oui. Alors la question c'est comment gérer les ordres qui viennent à la fois d'un interrupteur physique et d'un interrupteur plus logique sur les lumières, sachant que le piège c'est qu'en plus l'interrupteur physique va couper le courant de la lumière et donc ça marchera de toute façon plus. J'ai condamné des interrupteurs. Oui. Alors la question c'est un blog sur le machine learning, est-ce que j'ai parlé de tout ce que j'ai testé? Et non. Est-ce que j'ai des liens et pas sur moi? Après, c'est des modèles qui sont assez faciles à faire de ce dont j'ai parlé, c'est de la classification ou de la détection d'anomalies. Il y a PyTorch qui fait ça très bien, c'est ce que j'ai utilisé. Sinon, même sans aller dans le machine learning, pour faire ce genre de choses, par exemple du random forest, ça marche bien, ou après, il faut aller dans les réseaux de neurones. Oui. Alors, c'est le remplacement de 5 télécommandes par une seule. Et la télécommande que j'ai, c'est une télécommande qui va émettre pas du tout en infrarouge, en 433 MHz, qui va être captée par mon antenne, qui va être traitée par Home Assistant, puis envoyée à Node-RED. Et là, Node-RED va redispatcher l'information, j'ai appuyé sur le bouton, sur toutes les télécommandes, enfin sur tous les protocoles. Donc ça va envoyer du Z-Wave pour fermer les volets, de l'infrarouge pour baisser l'écran du projecteur, du Wi-Fi pour éteindre les lumières. Je crois que tous les autres. Non, allumer les enceintes c'est encore du 433 et allumer le projecteur c'est aussi de l'infrarouge. Oui. Combien de menaces de divorce avant que ça marche correctement? Une seule. C'est quand il y a un appareil qui a fait bip toute la nuit dans la chambre. Et du coup, j'ai juste arrêté de faire mes expériences dans notre chambre directement. Oui.
Je n'ai pas parlé de MQTT. Je ne l'utilise pas moi-même directement. Home Assistant l'utilise pour moi. C'est-à-dire que du point de vue de Home Assistant, c'est une API comme une autre. Donc c'est lui qui sait comment il se connecte au device. J'en ai qui sont en MQTT, il le fait pour moi. Et dernier point, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Lovelace, le Home Assistant. Il fait des dashboards assez intéressants, donc il faut avoir un peu de motivation pour l'utiliser, mais sinon c'est des beaux dashboards. La deuxième question, c'est Lovelace de Home Assistant qui permet de faire des beaux dashboards. Je crois qu'il est sorti relativement récemment. Et en fait, je suis juste pas encore passé dessus. Mais la UI de Home Assistant, quand on a beaucoup de devices, ça fait un peu peur à utiliser, donc je vais plus dessus en général. Une dernière question? Oui? Vous avez essayé d'utiliser JDOM et pourquoi vous avez choisi Home Assistant à la place des autres Est-ce que j'ai essayé d'utiliser JDOM et pourquoi j'ai choisi Home Assistant? J'ai pas essayé JDOM, j'ai essayé OpenHAB, que j'ai pas. Je suis assez ambivalent par rapport à OpenHAB. C'est-à-dire que déjà contribuer au code, c'est assez difficile. C'est du code basé sur un projet de la fondation Eclipse pour l'IoT et que j'ai pas trouvé plaisant du tout à utiliser. Sauvegarder la configuration sur des fichiers pour pouvoir faire du backup et de la configuration sans passer par l'interface, ça a été aussi assez difficile. C'est-à-dire qu'il faut passer par une CLI et donner des commandes en interactif plutôt que d'avoir des fichiers. Et ensuite, ce qui m'intéresse dans Home Assistant, c'est l'intégration à ESP Home, où elle est vraiment très bien faite et je crois que c'est le seul à l'avoir, et de pouvoir aussi envoyer toutes mes données dans Influx. Et merci à tous.